Bonjour à tous. Alors, on continue avec notre chapitre sur la mécanique newtonienne avec justement les lois de Newton. Alors, elles sont au nombre de 3, donc on va les voir évidemment une par une. Alors d'abord, au niveau du vocabulaire que vous avez à connaître. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un référentiel galiléen? Alors, un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié, donc où le principe d'inertie va s'appliquer. Alors, le principe d'inertie, c'est aussi ce qu'on appelle la première loi de Newton. On va la revoir juste après. Et c'est la première loi de Newton, vous la connaissez déjà. C'est que si un système est soumis à des forces qui se compensent, ou s'il n'est soumis à aucune force, alors son mouvement sera rectiligne uniforme ou il sera immobile. Et la contraposée, évidemment, c'est s'il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle, c'est-à-dire que les forces se compensent. Donc si on a un référentiel dans lequel ce principe d'inertie est bien vérifié, on pourra dire qu'il est galiléen, bien sûr en hommage à Galilée. Alors vous, ce qu'il faut savoir, c'est que le référentiel qu'on va considérer comme galiléen absolument, c'est le référentiel héliocentrique. Donc, pour étudier le mouvement des planètes du système solaire en rotation autour du Soleil, par exemple. Ensuite, le référentiel géocentrique va pouvoir être considéré comme galiléen, mais attention, il ne faut pas que l'expérience dure plus de quelques jours, puisque le référentiel géocentrique tourne autour du Soleil. Forcément, il ne faut pas, si on veut qu'il soit vraiment galiléen, il ne faut pas que ça dure plus de quelques jours. Et le référentiel terrestre, lui, va pouvoir être considéré comme galiléen, mais pour des expériences courtes de quelques minutes, parce que le référentiel terrestre tourne autour de la Terre. Lui est en rotation, donc du coup, autour du centre de la Terre. Et donc, il ne sera plus galiléen si les expériences durent trop longtemps. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, un référentiel va être considéré comme galiléen s'il est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen. D'accord? Donc si par exemple on a un référentiel qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel héliocentrique, il sera considéré comme galiléen. Le problème du géocentrique, c'est qu'il tourne autour du Soleil, donc c'est pas un référentiel, c'est pas un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc c'est pour ça que c'est que quelques jours, pour qu'on puisse négliger la rotation. Ensuite, attention, du coup, un référentiel qui va accélérer ou qui va ralentir ou qui va tourner par rapport à un référentiel galiléen ne sera pas galiléen. Donc, bon, nous, globalement, on va rencontrer quoi? Le référentiel terrestre, donc on pourra le considérer comme galiléen pendant quelques minutes. En général, c'est dans ce référentiel-là qu'on va faire les études de mouvement qui vont suivre. Autre mot de vocabulaire à connaître, centre de masse. Alors le centre de masse, on va l'appeler G. Et quand on va étudier le mouvement d'un système, le mouvement d'un objet, on ne va pas s'intéresser à n'importe quel point du système, puisqu'on ne va pas s'intéresser à tous les points représentant le système. On va s'intéresser uniquement au centre de masse. G, qu'on pourrait appeler centre d'inertie ou centre de gravité également, c'est le point qui traduit la répartition des masses au sein du système. Donc si on pouvait représenter toute la masse en un point, on la représenterait ici, en ce point G. Et par exemple, si vous regardez ce balai, le centre de masse, c'est-à-dire que d'un côté et de l'autre, il y a autant de masse. Ok, on a équilibré. Et donc, c'est en ce point-là qu'on va être en équilibre entre les deux. Pour une balle ou pour un objet qui est sphérique, d'accord, ça va pouvoir être le centre de l'objet, assez facilement. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en général, quand on regarde le mouvement du centre de masse, il est plus simple. C'est le cas pour cette balle en rotation, par exemple, cette roue en rotation. Le mouvement du centre de masse est plus simple que le mouvement d'un autre point du système. Par exemple, ici, le point M, qui aurait ce mouvement-là. Donc, on va toujours considérer notre système comme assimilé à un point, et ce point, ce sera le centre de masse grand G du système. Autre mot de vocabulaire, système isolé, alors qui n'existe pas sur Terre, mais on le définit quand même, ce serait un système soumis à aucune force. Alors c'est évidemment impossible à la surface de la Terre ou quand on est près d'une planète ou d'une étoile, parce qu'on a toujours les forces de gravitation qui s'exercent. Donc ce ne serait que sous forme d'expérience de pensée qu'on pourrait avoir affaire à un système isolé. Ou alors il faut qu'il soit vraiment très très éloigné, ce système, d'une planète, d'une étoile ou d'un système qui pourrait entrer en gravitation, qui pourrait exercer une force de gravitation sur lui.
Alors par contre, ce qu'on peut rencontrer, c'est un système dit pseudo-isolé, pseudo parce qu'il n'est pas vraiment isolé. C'est un système qui va subir des forces qui se compensent. Donc il y a des forces qui s'exercent, mais globalement, la somme des forces, elle vaut vecteur nul. Donc ça veut dire ça, des forces qui se compensent, ça veut dire que la somme des forces extérieures, ce qui s'exerce sur le système, égale vecteur nul. Donc si je fais la somme de toutes les forces, c'est comme s'il n'y en avait pas. Mais il y en a. D'accord? Donc, ce n'est pas isolé, mais c'est pseudo-isolé. Donc, un exemple, hein, si vous avez un caillou, donc, oh là, c'est pas très beau, voilà, sur un lac gelé, vous avez un petit caillou, là, hop, qui glisse, comme ça, sur le sens du mouvement, ce serait comme ça, sur le lac gelé. Bah, lui, il est soumis à quoi? Comme il est sur un lac gelé, bah, il n'y a pas de frottement, on va négliger les frottements. Par contre, il est soumis à quoi? Bah, à son poids, évidemment, vertical vers le bas, la terre attire le caillou, et il est également soumis à ce qu'on appelle la réaction du support, donc la réaction du lac gelé. Que fait ce lac gelé? Il retient évidemment le caillou et il retient avec cette force-là qu'on appelle en général R, réaction du support. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que R et P sont deux forces qui se compensent. On a R égale moins P. Alors pourquoi moins? Parce qu'ils n'ont pas le même sens. Elles ont la même direction, ces deux forces, mais elles n'ont pas le même sens. Donc on aura R égale moins P. D'accord? Elles vont se compenser. Donc ça va vouloir dire que R plus P va être égal à 0. Alors pourquoi elles se compensent? Forcément, si le poids était supérieur en valeur à la réaction du support, le caillou s'enfoncerait dans le sol, ce qui n'est pas le cas. Si R était supérieur en valeur à P, le caillou l'éviterait, puisque R serait plus importante en valeur. Or, ce n'est pas le cas. Donc ici, puisque le caillou reste sur le lac gelé, P et R se compensent. Que le caillou soit immobile ou que le caillou ici soit en mouvement sur le lac. Alors ça imposerait aussi du coup, R plus P serait égal à vecteur nul, donc les forces se compenseraient. On aurait un système pseudo-isolé parce qu'il n'y a pas de frottement, d'accord? Parce que sinon il y aurait une petite force là vers l'arrière ici. Et ça veut dire dans ce cas-là que si on a une somme des forces qui se compensent, alors le système est soit immobile, d'accord, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc notre petit caillou aurait un mouvement rectiligne uniforme sur ce lac gelé. Voilà, au niveau du vocabulaire. Alors, on en vient aux 3 lois de Newton. Alors, c'est principalement cette année la deuxième qui va nous intéresser, mais on revoit quand même les 3. Alors, la première loi de Newton s'appelle le principe d'inertie. Alors, c'est quoi le principe d'inertie? C'est que on est en mouvement rectiligne uniforme, sauf si il y a une force qui fait varier, qui intervient. En gros, c'est ça. Donc, l'énoncé du principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, si un objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent vectoriellement. Ça veut dire somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système égale vecteur nul, si j'additionne toutes les forces. Inversement, d'accord, si la somme des forces qui s'exercent sur l'objet est nulle, alors l'objet est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Comment traduire ça par une seule relation vectorielle? C'est que si la somme des forces extérieures est nulle, alors le vecteur vitesse est un vecteur constant. Ça veut dire même direction, même sens et même valeur. Ça veut dire ça, un vecteur constant. C'est tout qui ne change pas. D'accord? Il n'y a rien qui change. Okay? Et donc, V égale vecteur constant, ça veut bien dire qu'on a un mouvement rectiligne, puisqu'on garde la même direction et le même sens. Et si on garde la même valeur, c'est un mouvement uniforme. Donc, mouvement rectiligne uniforme. Il y a une double flèche, puisque ça veut dire, dans l'autre sens, ça marche aussi. Si le vecteur vitesse est un vecteur constant, donc mouvement rectiligne uniforme, en gros, il n'y a que pour ce type de mouvement que la vitesse est un vecteur constant. Alors, si on a ça, la somme des forces qui s'exercent est nulle. D'accord? Ça, c'est le principe d'inertie. Alors, au niveau des petites remarques très importantes, si on a un mouvement rectiligne uniforme ou immobilité du système, alors la direction et la valeur de la force sont constants. Ensuite, il n'y a pas de repos absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un objet est toujours au repos par rapport à un deuxième objet qu'on appelle, je vous le rappelle, le référentiel. Donc ici,
hop, ça ne veut plus marcher, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, voilà. Donc ce sera par rapport à un deuxième objet qu'on appelle le référentiel, il sera au repos, d'accord? Donc attention, on définit toujours un mouvement par rapport à un référentiel, évidemment. Et ce référentiel, si c'est lui qui devient mon système, bah lui a le même mouvement par rapport à l'objet, le premier qu'on avait pris, hein, que cet objet par rapport à lui. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais ça veut dire que le mouvement est partagé entre deux objets toujours, le système et le référentiel. Et on peut intervertir les rôles, si vous voulez. Ensuite, il faudra des référentiels galiléens pour que le principe d'inertie s'applique. Alors nous, concrètement, hein, on utilisera toujours des référentiels galiléens. Donc vous mettrez référentiel terrestre supposé galiléen ou galiléen, référentiel héliocentrique galiléen, etc., etc. Alors, celle de cette année, c'est la deuxième loi de Newton, très importante, qu'on appelle aussi le principe de la dynamique ou théorème du centre d'inertie. Alors, vous avez vu en première, malheureusement sûrement en distanciel, que vous avez fait une première approche de cette loi. Vous avez montré, en faisant des constructions, etc., que la somme des forces extérieures pouvait être définie comme étant égale à la masse du système fois la variation du vecteur vitesse sur la variation de temps. C'est-à-dire qu'on regarde comment varie le vecteur vitesse sur une certaine durée, on trace delta V en fonction de delta T, donc on trace ça, et on voit que ça a même direction et même sens que la somme des forces extérieures. Et au niveau de la valeur, on peut même montrer cette expression-là. D'accord ? Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, on n'a pas le temps, mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est que deviendrait cette relation si delta T tend vers 0. Alors, ça deviendrait quoi ? Bah, si delta T tend vers 0, qu'est-ce qu'on a pour delta V sur delta T ? Bah, ça tendrait vers quoi ? Donc, ce serait quoi sa limite, évidemment ? Bah, c'est la définition, on l'a déjà vu dans le début du chapitre, hein, c'est la définition de ce qu'on appelle la dérivée. Donc, on aurait la dérivée par rapport au temps de ce vecteur vitesse. Et donc, ça nous donnerait quoi au final comme relation ? Bah, que la somme des forces extérieures serait égale à m fois la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Or, qu'est-ce que c'est que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps ? Ça n'est ni plus ni moins que la définition du vecteur accélération. Donc on arrive à une relation qui est la deuxième loi de Newton, que dans un référentiel galiléen, ça ne marche pas sinon, on aurait la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un système qui est égale à la masse du système fois l'accélération. Alors à une condition, évidemment, la condition que la masse du système ne varie pas. Parce que si la masse du système varie, il y a un souci. D'accord ? Donc si la masse du système ne varie pas, on a cette deuxième loi de Newton. Alors ça nous donne, dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures exercées sur un système de masse m qui ne varie pas, donc constante, est égale au produit de cette masse par son accélération à g pour centre de masse, hein, d'accord, au centre de gravité, c'est l'accélération de ce point particulier. Donc à retenir, somme des forces égale ma. Vous pouvez la retenir comme ça dans votre tête, en sachant que c'est une relation vectorielle. Somme des forces extérieures égale m fois l'accélération du centre de masse g. Alors, l'accélération s'exprime en mètres par seconde au carré, d'accord. Les forces s'expriment en newton, leur valeur, hein, d'accord. Là, c'est une relation vectorielle qu'on pourra ensuite, évidemment, on pourra s'en servir pour trouver des relations sur les valeurs. Et la masse, attention, s'exprime en kilogrammes. Donc, kilogramme pour la masse, newton pour les valeurs de force et mètres par seconde au carré pour les accélérations. Alors, au passage, j'en profite, hein, grâce à cette relation, on peut en déduire une relation au niveau des dimensions, des unités. On enlève les vecteurs, d'accord ? On va parler en valeurs ici. Ça voudrait dire que des newtons, d'accord, somme des forces, c'est équivalent au niveau des unités à une masse, donc des kilogrammes, fois des mètres secondes moins 2, accélération. Ok ? Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que des mètres secondes moins 2, si je fais passer les kilogrammes de l'autre côté, sont équivalents à des newtons divisés par des kilogrammes, donc des newtons par kilo. Et là, vous retrouvez quelque chose de très important. Vous retrouvez que des newtons par kilogramme sont équivalents à des mètres par seconde au carré. Donc en fait, des newtons par kilo, ce serait une unité d'accélération.
Et qui s'exprime en newton par kilogramme? Eh bien, c'est petit g, l'intensité de la pesanteur. Donc, ça veut dire que petit g qui s'exprime en newton par kilogramme, d'abord, je pourrais l'exprimer en mètres par seconde au carré. D'accord? Ce sera exactement la même unité. Et ça veut dire que petit g n'est ni plus ni moins qu'une accélération. Hop. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc G, c'est l'intensité de la pesanteur. C'est aussi la valeur du champ de pesanteur que vous avez défini et qu'on a rappelé, que vous avez lu dans les rappels précédents. Et ben c'est en fait une accélération. D'accord? Donc vous allez voir par la suite, on va retrouver ça, mais déjà, grâce aux unités, on peut s'en apercevoir. Voilà pour la deuxième loi de Newton. Pour l'instant, c'est abstrait. Vous allez voir qu'on va s'en servir, évidemment, pour voir à quoi ça sert et surtout, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information. Alors, la troisième loi de Newton, très intuitive et on ne s'en servira pas cette année vraiment, mais elle est importante à connaître, c'est que vous avez des interactions. En fait, c'est une loi par rapport aux interactions. On parle de principe des actions réciproques. Si vous avez un objet qui agit sur un objet A qui agit sur un objet B, l'objet B agit aussi sur l'objet A. D'accord? Les deux sont en interaction. Si l'homme pousse le mur, il y a une force exercée par cet homme sur le mur, en rouge ici, le mur exerce une force sur cet homme. D'accord? Et il se trouve que ces deux forces se compensent. C'est-à-dire que si je fais la somme des deux, elle est nulle. Ces deux forces ont même direction, des sens opposés et la même valeur. Donc ça s'écrira que la force exercée par A sur B égale moins, puisqu'ils ont des sens opposés, à la force exercée par B sur A. Donc, très important, vous l'avez déjà vu, si la Terre exerce une force sur la Lune, donc la Lune est attirée par la Terre, donc elle subit cette force-là, la Terre, elle, subit la force exercée par la Lune. D'accord? Donc, d'ailleurs, je crois que j'ai dit des bêtises là. Attention, attention. Cette force bleue-là, c'est la force exercée par... Cette force-là, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Et cette force... Ah, j'ai des bêtises. C'est là la Terre. Voilà, forcément, voilà. Donc là, on a la Terre, là, on a la Lune. Ok, donc je recommence. Donc cette force bleue, c'est la force exercée par la Lune sur la Terre. Donc la Lune attire la Terre. Et cette force rouge, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. D'accord? Donc la Terre attire la Lune vers elle. Donc ces deux forces, évidemment, se compensent, ont même direction et des sens opposés. Okay? Donc la loi des actions réciproques, qui est la troisième loi de Newton, qui est intuitive, c'est-à-dire qu'on, évidemment, on a toujours ces interactions quand vous avez deux objets qui exercent une force l'un sur l'autre. Alors, un petit QCM que vous pourrez faire pour vous entraîner, des petits exercices. Alors juste, là, vous allez vous me ferez les 1, les 11 et 13, 17, 20 et 28 pour ceux qui veulent et qui ont le temps, mais on va les rendre facultatifs, d'accord? Surtout 1, 11 et 13, page 226. Alors, maintenant, on va passer aux applications. Alors, aux applications de cette deuxième loi de Newton, dans le cas où on a un mouvement dans un champ uniforme. Alors, soit un champ de pesanteur uniforme, soit un champ électrique uniforme. Donc voilà les deux cas qu'on va regarder. Alors vous aurez une petite activité expérimentale, d'accord, dans un champ uniforme pour retrouver des coordonnées de vecteur vitesse, des coordonnées de vecteur accélération. D'accord? Vous avez une petite simulation pour les mouvements de chute, mais on va s'intéresser tout de suite à la chute libre sans vitesse initiale dans l'air dans un champ de pesanteur, donc ça sera un champ G de pesanteur uniforme. Alors pour ça, c'est une expérience qui aurait été réalisée par Galilée, mais bon, c'est une légende urbaine, où Galilée aurait lâché une bille sans vitesse initiale du haut de la tour de Pise. Alors sans vitesse initiale, ça veut dire il n'y a pas de vitesse au départ. Il la lâche. Okay, on sait que la hauteur de la tour de Pise, c'est 45 mètres. Vous l'avez représenté sur le schéma. Et on modélise la bille par un point matériel de masse petit m. D'accord? Donc on prendra son centre de masse, évidemment. Alors la bille, elle est là. Donc on va prendre son centre de masse G. La bille, elle est là au départ. Alors en supposant la chute libre. Alors ça veut dire quoi? Une chute libre, ça veut dire qu'il n'y a que le poids qui s'applique.
Donc il n'y a que le poids comme force. Donc il n'y a que le poids P qui s'applique sur mon système. D'accord? Ça, ce serait dit une chute libre. En gros, ça veut dire qu'on néglige les frottements. Donc pas de frottement. Alors, est-ce que c'est la vérité? Ben non. C'est-à-dire que là, on les néglige. C'est une modélisation où on ne considère pas les frottements. Après, il faudrait, donc là c'est une étude théorique qu'on va faire, il faudrait faire une étude expérimentale et regarder si c'était un bon modèle de négliger les frottements ou si ce n'était pas un bon modèle. Alors, on nous demande quoi? On nous demande d'établir l'équation horaire, donc en fonction du temps, de son mouvement. Alors ici, comprenez Z en fonction de T. Pourquoi? Parce qu'on a une chute verticale, d'accord? Donc le mouvement ne va se faire que suivant une direction. Donc on va avoir une seule coordonnée. On ne va pas s'intéresser à toutes les coordonnées, évidemment, ça ne sert à rien, puisqu'ici on a une chute que suivant un axe. Donc on nous dit, on va prendre un axe vertical, orienté vers le bas, d'accord? Et l'origine O va être au point de départ de la bille. Donc ça va nous expliquer ce qui se passe. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait sur ce schéma? Je vais dessiner mon axe. Donc, je prends une flèche, je vais dessiner mon axe. Alors, on nous dit que l'axe va aller vers le bas. Alors, il ne veut pas me dessiner de flèche, je ne sais pas pourquoi, comme d'habitude. Voilà, il va me la dessiner comme ça. Donc, je dessine un axe vers le bas. Voilà. Hop. Donc ça va être mon axe, hop, OZ. Alors j'aurais pu l'appeler OY aussi, faut pas que ça vous dérange. Là on l'appelle OZ, on aurait pu l'appeler OY, ça n'a vraiment aucune importance. On l'appelle OZ. Ça veut dire aussi que on nous dit qu'on part d'ici, donc que le point O, c'est là où on part, où la bille commence sa chute. Donc on est ici au point O. Alors je pourrais déplacer l'axe ici, mais enfin ça revient exactement au même. Donc ça veut dire qu'on a un petit vecteur unitaire pour l'axe OZ. Vous vous souvenez, c'est le vecteur unitaire K qui me donne la direction, le sens et qui a comme valeur 1. D'accord? Norme 1. Alors à partir de là, on y va pour l'étude du système. Hop, donc juste petite modification de couleur. On y va. Alors c'est quoi le système d'étude? Le système, c'est ma bille de masse petit m. Voilà. Alors, je ne la connais pas, la masse, mais c'est pas grave. Le référentiel, on est évidemment à la surface de la Terre. Donc, c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, on l'écrit. Comme ça, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Bilan des forces. On a dit que la chute était libre. Donc, il n'y a que le poids P qui s'applique. D'accord? Donc là, on néglige les frottements. Donc, c'est un... on décide de les négliger. D'accord? Sinon, c'est beaucoup plus compliqué l'étude en plus. Après, je vous dis, il faudrait faire une étude expérimentale pour voir, on pourra le voir à la fin, est-ce que c'était une bonne approximation ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le poids P? Je vais le dessiner. Le poids P, il est comment? Il est vertical, toujours, et vers le bas. D'accord? Toujours vertical, vers le bas. Et sa valeur, c'est grand P sans la flèche, égale M fois petit g, la valeur de l'intensité de la pesanteur, la valeur du champ de pesanteur. D'accord? Alors, je peux dessiner le poids P. Donc, je vais le dessiner. Hop, il est vertical vers le bas. Et je le mets, par exemple, ici, au niveau de ma bille. Donc, voilà le poids P. Alors, vous avez, quand vous dessinez des vecteurs, vous devez toujours annoter, c'est-à-dire qu'ici, on a affaire au vecteur poids. Voilà. Alors, on continue. On nous dit, trouver l'équation horaire. Donc, on veut trouver Z en fonction du temps. OK? On nous dit d'utiliser une loi de Newton. Alors, celle qui va nous permettre ici de faire quelque chose, c'est la deuxième loi de Newton. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Elle nous dit que la somme des forces extérieures qui s'appliquent à mon système que j'ai défini égale la masse du système fois l'accélération du centre d'inertie, du centre de gravité ou du centre de masse, vous choisissez ce que vous voulez, de mon système. Donc ici, l'accélération du centre de gravité de ma bille. Ok, voilà ce qu'elle me dit, la deuxième loi de Newton. Or, ici, il y a combien de forces qui s'appliquent? Une seule, le poids.
Donc ma somme des forces extérieures se simplifie par juste P, grand P égale M fois l'accélération du centre d'inertie de mon système. Ok? Alors c'est quoi le poids? Alors là, il faut se souvenir que le poids s'exprime en fonction du champ de pesanteur. On sait que le poids, c'est la masse du système fois le vecteur champ, donc vecteur G. Et donc ce serait égal à M fois l'accélération de mon système. D'accord? Alors il est où mon vecteur G, champ de pesanteur? Alors ici, on considère que ce champ de pesanteur est uniforme. Donc il est toujours, c'est toujours le même. Alors je vais le définir, il est toujours vertical vers le bas et, donc je change de couleur, voilà. Il est toujours vertical vers le bas et a comme valeur, donc toujours la même valeur, sur Terre en tout cas ici à cette altitude, 9,8 newtons par kilogramme ou 9,8 mètres par seconde au carré. Donc ce vecteur G, je peux le représenter n'importe où. Donc ici par exemple, hop, je l'ai représenté ici, d'accord? Mais je peux le représenter aussi n'importe où dans le milieu, d'accord? Ici, il va être là. Je peux le représenter aussi, hop, je peux le représenter ici, au niveau de ma bille, même si ce n'est pas une force, hein, le vecteur G, il va être là. Et je peux le représenter aussi, si je veux, au niveau de mon système d'axe, d'accord? Ici, ok? Donc là, ce sera mon vecteur champ de pesanteur, toujours vertical vers le bas, avec toujours la même valeur, 9,8 mètres par seconde au carré. Ok? Alors, maintenant qu'on a ça, il faut en déduire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? J'ai M fois G égale M fois l'accélération de mon système. Donc je vois que le M peut se simplifier. Donc ça veut dire que le vecteur champ de pesanteur va être égal au vecteur accélération de mon système. Ok? Alors je vais essayer d'exprimer G. Qu'est-ce que vous voyez sur le vecteur champ de pesanteur? Il a la direction de l'axe OZ. D'accord? Donc il a la même direction que K. Il a également le même sens que K. D'accord? Et donc ça veut dire que mon vecteur G, je vais pouvoir dire que c'est quelque chose fois le vecteur unitaire K. Et c'est quoi le quelque chose? C'est la valeur de G. On voit que G, sa norme, c'est cette taille-là, qui représente quoi? Qui représente la valeur du vecteur G. La valeur du vecteur G, c'est G sans la flèche. Donc on arrive à cette relation-là. G fois K, le vecteur unitaire, égale l'accélération. Donc mon accélération, c'est G fois K. Donc ça veut dire que l'accélération de mon système, donc AG, a même direction que K, a également le même sens, d'accord, et a comme valeur G. D'accord? Donc ça veut dire que A sans la flèche égale petit g, la valeur de mon champ de pesanteur. Alors je ne perds pas de vue ce que je veux, moi je veux Z en fonction de T. Ok? Donc là, moi ce que j'ai, c'est déjà l'accélération. Je sais que l'accélération, elle va s'exprimer, elle va être suivant évidemment l'axe Z, d'accord? Et sa valeur, ça va être G. Et il n'y a qu'une coordonnée pour l'accélération. Hein. La coordonnée, c'est évidemment suivant l'axe Z, donc c'est AZ. D'accord? Mais là, je n'ai pas besoin de l'écrire, j'écris AG égale G. Donc voilà pour mon accélération. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de là? Je sais que l'accélération, c'est la dérivée, donc le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ok? Donc, je vais pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, comment faire? On sait que l'accélération a une seule coordonnée, hein, et le vecteur vitesse, ça va être la même chose, c'est G, suivant l'axe OZ. Maintenant, pour le vecteur vitesse, donc il va falloir trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, on a, pour le vecteur vitesse, on va avoir une seule coordonnée également, donc c'est VZ. Parce que sur Y et sur X, il ne se passe rien ici. La chute est verticale. Comment faire? On sait que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse.
Donc, il va falloir trouver une fonction qui, si je la dérive, me donne l'accélération, me donne g. Donc ça ici, c'est la coordonnée sur l'axe OZ, mais il n'y en a qu'une, hein. G égale AZ. Donc VZ, ça va être quoi? Il faut que je trouve une fonction qui, si je la dérive, me donne AZ. D'accord? Puisque, donc ça, je pourrais écrire que AZ, donc la coordonnée sur Z de l'accélération, égale D de VZ, la dérivée par rapport au temps de VZ. Moi, je cherche VZ. Donc, il faut que je trouve une fonction qui, si je la dérive, donc je dérive VZ, ça me donne AZ, c'est-à-dire G. OK? Alors, c'est quoi la fonction du temps qui, si je la dérive, me donne G? Donc là, je l'écris, hein. Ça doit être égal à G. OK? Donc, il me faut une fonction qui, si je la dérive, me donne G en fonction du temps. C'est quoi? C'est G fois T. Hop. G fois T. D'accord? Ça, si je la dérive, ça me donne petit g. Alors, c'est pas que G fois T, parce que si je rajoute n'importe quelle constante, si je dérive, la constante va me donner une dérivée nulle par rapport au temps, et j'aurai plus que la dérivée de G fois T, c'est-à-dire G. Donc, ça veut dire pour le vecteur vitesse que sa coordonnée sur l'axe OZ, c'est G fois T plus constante. Comment trouver cette constante? Parce qu'il faut trouver. Là, on a qu'une constante. Alors, je vais l'appeler C1. Donc, ça va me faire G fois T plus C1. Il va falloir trouver C1. Hop. On est là. Alors, pour trouver ça, la technique, c'est toujours la même. C'est de se placer à un endroit où on connaît la valeur de la vitesse, ou la coordonnée ici sur l'axe OZ. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que la bille, elle est lâchée sans vitesse initiale. Donc ça veut dire que V à t égale 0, ça vaut 0 mètres par seconde. Or, nous, on n'est que sur l'axe OZ, hein, il n'y a pas d'autre direction. Donc, ça veut dire que Vz à t égale 0 va être égal à 0 mètres par seconde. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, les conditions initiales nous disent que à t égale 0, tac, donc à t égale 0, Vz 0 égale 0 mètres par seconde. D'accord? Mais c'est égal à quoi aussi? C'est égal à, regardez, je prends ça. À t égale 0, je remplace t par 0. Ça me fait g fois 0. D'accord? G fois 0 plus la constante que j'ai appelée C1. D'accord? Donc, ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que 0 égale 0 plus C1. Donc, ça veut dire que C1 égale 0. Donc, au final, j'arrive pour le vecteur vitesse à trouver que sa coordonnée sur l'axe OZ, c'est G fois T, plus C1 qui vaut 0. Donc, du coup, il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà pour la vitesse. Bon, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux Z en fonction du temps. Donc là, maintenant que j'ai trouvé les coordonnées de la vitesse, il va falloir que je me concentre sur les coordonnées du vecteur position, puisque je veux justement la coordonnée Z. Donc moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. D'accord? Donc ici, ça va se traduire par quoi au niveau des coordonnées? Ça va se traduire par Vz égale la dérivée par rapport au temps de Z de t, qui est la coordonnée du vecteur position. Ici, la trajectoire se fait verticalement, il n'y a que cette coordonnée qui compte. OK? Donc, je sais que Vz égale G fois t, et que c'est égal à la dérivée de Z par rapport au temps. Donc, pour trouver Z, donc pour trouver ça, il faut que je trouve une fonction du temps qui, si je la dérive, me donne G fois t. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une primitive. Il faut trouver la primitive de G fois t. La fonction qui, si je la dérive, me donne G fois t. Alors, c'est quoi cette fonction?
bah, c'est quoi la primitive de g fois t, qui si je la dérive me donne g fois t, bah, c'est g fois t au carré, donc c'est g fois t au carré, tac, divisé par 2. Ça, si vous dérivez ça, d'accord, si vous dérivez, alors on peut le faire hein, oralement, si vous dérivez t au carré, ça fait 2 fois t, divisé par 2, ça fait t fois g, ça fait g fois t. Donc si on dérive ça, on arrive bien à g fois t, d'accord? Sauf que, attention, une primitive, bah, il y en a plein de primitives possibles, ce sera gt carré sur 2 plus, hop, plus une constante que je vais appeler C2. Puisque la dérivée d'une constante est nulle, bah, quelles sont les fonctions qui, si je les dérive, me donnent g fois t? C'est toutes ces fonctions-là. G fois t carré sur 2 plus C2. D'accord? Alors là encore, on a une constante. Il va falloir déterminer cette constante. Pour ça, encore une fois, on va se placer à un moment, à un temps, où on connaît la valeur de z, donc la valeur de la position de ma bille. On va prendre les conditions initiales. Qu'est-ce qui se passe à t égale 0 pour ma bille? Bah, à t égale 0, ma bille, elle se trouve à z égale 0 mètres, puisque on a décidé de prendre notre axe dirigé vers le bas et que z égale 0 au départ, quand ma bille est là. Okay, donc du coup, à t égale 0, z égale 0. Z de t égale, à t égale 0 égale 0. Et c'est égal à quoi aussi? Bah, c'est égal à tout ça. Donc ça sera égal à g fois 0 au carré sur 2. Je remplace t par 0 plus C2. Ok? Donc du coup, ça nous donne quoi? Bah, 0 égale 0 plus C2. Donc, C2 égale 0. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, C2 égale 0. Ok? Donc, au final, on arrive à quoi pour z de t? Ben, on arrive à g fois t carré sur 2, je vais les écrire en rouge, plus rien, donc plus 0. Donc, on arrive hop, à ça. G fois t carré sur 2. Donc, ça, c'est l'expression de z de t. Donc, c'est l'équation horaire du mouvement. C'est ce qu'on nous demandait de trouver. Ok? Donc, du coup, voilà ce qu'on a pour l'équation horaire. Donc ici, z varie en fonction de t, évidemment, d'accord? Et ça nous donne une fonction de ce type-là. Donc ce serait z proportionnel à t au carré, du coup, hein, avec comme coefficient de proportionnalité g sur 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande quelle est la durée de la chute jusqu'au sol. Alors, nous, on a trouvé que, je vais le réécrire, on a trouvé que z de t égale g fois t carré sur 2. Alors, on veut la durée de chute jusqu'au sol. Alors, là, il faut se demander, au sol, combien vaut z? Alors, attention, notre axe était dirigé vers le bas. Quand on arrive au sol ici, quand la bille arrive au sol, combien vaut z? Alors, regardez, on a une hauteur de 45 mètres. Donc, quand on arrive au sol, vu que notre axe est dirigé vers le bas, z vaut 45 mètres. Donc, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Ben, on sait que z au niveau du sol sera égal à 45 mètres. D'accord? Mais c'est également égal à g fois la durée, le temps qu'il faut pour être arrivé jusqu'au sol, au carré, divisé par 2. Donc, on aura z pour arriver au sol, qui serait égal à g fois le temps de chute, je vais l'appeler t chute au carré, sur 2. D'accord? Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est le temps. Donc, à quoi serait égale la durée de la chute? Donc, t chute au carré. Bah, vous transformez la formule, vous faites passer le 2 de l'autre côté, ça fait 2 fois z quand on est au sol. D'accord? Et on fait passer le g de l'autre côté, on divise par petit g. Moi, je veux la durée de la chute, donc t chute, et pas t chute au carré. Donc, je passe à la racine carrée. On arrive à la racine carrée de 2 fois la coordonnée z quand on arrive au sol, divisé par g. Donc, voilà le calcul littéral. Si je fais l'application numérique, donc ça nous fait la durée de la chute, t chute, égale la racine carrée de 2 fois
bah, on a dit qu'on était à 45 mètres pour la coordonnée quand on est au sol, divisé par G. Alors, je ne sais plus si je vous la donne, la valeur de G, mais sinon, on prend 9,8. Ouais, là, je ne vous la donnais pas. Donc, la valeur de G, 9,8 mètres par seconde au carré, puisqu'on retrouve que c'est une accélération. Et donc, si vous faites ce calcul-là, donc vous faites la racine carrée de 2 fois 45 divisé par 9,8, donc environ 10, on arrive à 3, donc je dois garder que deux chiffres, 3,0 secondes. Donc ça veut dire que en négligeant les frottements, attention, hein, si on néglige les frottements en utilisant ce modèle-là, on trouve une durée de chute de 3 secondes. Donc la durée de la chute jusqu'au sol serait pour cette bille de 3 secondes pour parcourir 45 mètres jusqu'au sol. Donc tout ça, on a réussi à le trouver grâce à l'étude théorique. Ensuite, quelle est la valeur de la vitesse juste avant l'arrivée au sol? Alors, si on retrouve notre expression de la vitesse, on avait Vz égale Gt, mais c'est la vitesse, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule coordonnée ici. Donc, on a Vz égale V, égale G fois T. Donc ici, nous, quand on arrive juste avant l'arrivée au sol, bah, on aura évidemment G fois le T qu'on vient de trouver. Le T qu'il a fallu pour le temps, la durée qu'il a fallu pour arriver au sol. Okay, donc ça va nous donner quoi au final? Si je fais l'application numérique, ça nous fera 9,8 fois 3. Donc on trouve environ un 30, puisque c'est 3 fois 9,8, c'est environ 3 fois 10. Si je fais le calcul exactement, on arrive à 29,4 mètres par seconde. Donc si je garde, alors T c'était 3,0 secondes, hein, donc je garde deux chiffres, c'est environ 29 mètres par seconde. Ce qui fait environ, hein, si vous multipliez par 3,6, environ 106 km par heure. Donc ça veut dire que la bille, elle arrive au sol avec quand même une vitesse, s'il n'y a pas de frottement encore une fois, s'il n'y a pas de frottement, elle arrive avec une vitesse de 106 km par heure. Alors là, je ne vous demandais rien d'autre, mais juste, on peut juste se dire quand même, si jamais il y avait eu des frottements, qu'est-ce qui se serait passé? Bah, déjà, on aurait eu un temps plus long de chute, forcément, puisqu'il y avait des frottements, et une vitesse, du coup, moins grande à l'arrivée. Ok? Donc, on aurait pu voilà, se demander si le modèle était correct ou non. Voilà pour ce petit exercice. J'espère que ça va. C'est pas forcément évident. Je vous mets évidemment la correction écrite parce que c'est bien écrit, bien présenté, etc. avec toute la rédaction qu'il faut. Donc n'hésitez pas à regarder cette petite correction. Bon courage à tous!